Boulevard de la République à Douala, les quartiers Bonabassem, Bépanda et bien d'autres seront bientôt réunis par un tronçon de 2,5 km dont la pose de la première pierre a été effectuée mercredi dernier par le ministre de la Défense camerounais Egalem Bengo. Une action qui marque la volonté forte du génie militaire à s'impliquer dans le développement socio-économique du pays. Pour parler des actions du génie militaire, nous allons recevoir sur ce plateau le colonel Jackson Kangem, directeur du génie militaire. Libre circulation en zone CEMAC, un nouvel outil est mis sur pied, le code CEMAC. Pour parler de ce code CEMAC, nous allons recevoir sur ce plateau l'honorable Dieudonné Youmsi. Mesdames et messieurs, bonjour, vous faites bien de rester et de regarder la rétrospective de la semaine qui s'achève. Voilà, le prolongement du boulevard de la République est effectif. Le ministre de la Défense, Alain Bengo, a procédé mercredi dernier à la pose de la première pierre. C'est un reportage de Lookman. Nouvelle concrétisation des grandes réalisations enclenchées par l'État du Cameroun. Annoncée depuis plus de 30 ans, c'est ce mercredi qu'a eu lieu à Douala la pose de la première pierre du prolongement nord du boulevard de la République par le ministre camerounais de la Défense. L'axe vient relier les quartiers Bonamoussadi, Bonewanda, Bépanda, Bonabassem et autres. Une volonté de la communauté urbaine de Douala et du ministère de la Défense à travers le génie militaire de désenclaver l'unique voie menant de Bépanda à Aquanor. Les forces de défense doivent s'impliquer dans le développement socio-économique de la nation. Cette implication peut se faire soit directement, c'est le cas de la santé militaire. Sur le plan social, le site comprendra des points d'eau, des points lumineux à travers un éclairage public sur 9 mètres, la réhabilitation des écoles, des ouvrages d'assainissement dans les zones marécageuses. Sont également prévus des ouvrages de drainage ainsi que la création des stationnements. Le président de la République tient à ce que le génie militaire s'implique aussi dans le développement de la nation. Vous avez vu la construction des parcours Vita. Le génie militaire a exécuté beaucoup d'infrastructures de grande envergure au Cameroun. À ce jour, le trafic estimé autour du boulevard situé au lieu dit marché Bonewanda est estimé à 170 000 véhicules par jour, dont 80 000 engins à 2 roues. Comme on le disait à l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau le colonel Jackson Kangem, directeur du génie militaire. Bonjour, colonel. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Oh, très bien. Merci. Mon colonel, de prime abord, comme ça, on vous voit partout. La digue de Maga, on vous voit les parcours Vita. Aujourd'hui, vous êtes dans la construction des routes. Est-ce que vous êtes un homme béni? Oh, je crois que quand vous dites qu'on vous voit partout, je crois que vous parlez du génie militaire. Je crois qu'on voit le génie militaire partout. Le génie militaire est en train de s'impliquer davantage au développement. Et vous savez, le génie, c'est un instrument, le génie militaire, c'est un instrument du gouvernement qui est au service. Et chaque fois qu'on donnera des missions, nous allons les accomplir. Mais c'est vous qui effectuez toutes ces missions. Oh, quel est votre secret? Il ne s'agit pas d'avoir des secrets, je crois que c'est le génie militaire qui effectue ces missions. Le génie militaire, c'est une arme et un service. Une arme parce qu'elle participe activement au combat et un service parce qu'elle peut réaliser des infrastructures. Et le génie militaire au Cameroun, c'est une structure qui comprend une direction du génie, un régiment du génie militaire basé à Douala, qui est le 21e régiment, qui s'occupe des régions du littoral, du nord-ouest, du sud-ouest et de l'ouest. Un régiment du génie militaire qui est basé à Garoua, qui s'occupe des régions administratives du nord, de l'extrême nord et de la Damawa. Et un régiment du génie militaire qui est basé à Saint-Mémé, qui s'occupe des régions administratives du centre, du sud et de l'est. Donc en fait, c'est un ensemble de structures, d'équipements et de personnel qui sont au devant de la scène aujourd'hui. Mais mon colonel, on est bien flatté de savoir qui est le colonel Jackson. Bon, le colonel Jackson, c'est un officier de l'armée camerounaise qui sert au génie militaire aujourd'hui comme directeur du génie militaire. Oui, quel est votre cursus, si ce n'est pas trop vous demander? Oh, le cursus, bon, je suis ingénieur de formation, sorti de l'école polytechnique au Yaoundé, au Cameroun, et puis j'ai fait des formations en Europe, où j'ai eu des masters en Europe, aux États-Unis où j'ai eu un master et puis un PhD. Aujourd'hui, on voit le génie militaire qui sort, on peut dire, des fonds baptismaux. Dans les années 80-85, on avait vu le génie militaire en pleine action
dans la reconstruction, dans la construction du pays. Après, il y a eu un moment de lactance. On a pu sentir le génie militaire. Il y a quelques années, le génie militaire refait surface avec les grands travaux qui lui sont confiés. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oh, rien ne s'est passé entre-temps. On a toujours ressenti le génie militaire. Il faut d'abord dire que le génie militaire, c'est d'abord une arme. C'est d'abord une arme, c'est-à-dire qu'elle participe au combat et c'est aussi un service, comme je l'ai dit, c'est une branche de l'armée des terres. C'est-à-dire que quand vous ne voyez pas le génie militaire en train de faire des routes, elle fait des travaux pour l'armée. Donc, quand vous dites qu'il y a eu une période morte, il n'y a vraiment pas eu de période morte. C'est simplement que le gouvernement a décidé de faire monter le génie militaire en puissance, certainement pour participer davantage au développement socio-économique du pays. Et vous allez voir davantage le génie militaire dans ces domaines. Pendant toute la période de la guerre de Bakassi, le génie militaire travaillait à Bakassi pour faciliter l'accès à nos troupes, pour protéger nos troupes, pour les missions de sauvegarde. Donc en fait le génie militaire est toujours présent, même si vous ne la voyez pas au devant de la scène. Donc le génie militaire est toujours Pensez-vous qu'aujourd'hui le génie militaire possède des ressources en qualité et en quantité capables de résorber tous les problèmes auxquels il fera face? Résorber tous les problèmes auxquels il fera face, certainement, parce que je vous dis, le gouvernement a doté au génie militaire plus de 155 engins et équipements. Parmi ces 155 engins et équipements, il y a tous les équipements de génie, comme pour engins de génie civil. Nous avons une centrale d'enrobé, une centrale de concassage, une centrale de béton. Aujourd'hui, le génie militaire, comme le disait le ministre de la Défense lors de la cérémonie de pose de la première pierre, est la principale structure de construction, peut-être dans la sous-région, en termes de génie militaire. Donc, nous avons un recrutement qui a été lancé de 500 techniciens de qualité. Et vous savez bien qu'au génie militaire, nous avons des ingénieurs, nous avons des architectes, nous avons tous les techniciens qui peuvent être utiles pour la construction de n'importe quelle structure. Avec l'équipement qui vient de lui être doté, ça signifie que nous avons tout ce qu'il faut pour remplir les missions qui nous seront données. Et il est question de préciser ici que le génie militaire ne reçoit simplement des missions. Donc les entreprises qui se plaignent ou bien qui ont tendance à se plaindre en disant que le génie militaire vient pour prendre les marchés, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des missions qui lui sont données par le gouvernement. Mais mon collègue, que pensez-vous de ceux qui disent que le génie militaire est sans âme? Sans âme? Oui, dans leurs travaux. Non, tout au contraire, le génie militaire a tout au contraire. Non, mais lorsque nous arrivons, et comme on le dit toujours, nous n'arrivons pas en un pays conquis, nous travaillons avec les populations. Je vais vous prendre un seul exemple. Les travaux de démolition qui devraient avoir lieu, qui ont commencé au début du mois de janvier, entre le carrefour Bonavassem et puis carrefour Sable, qui devraient continuer jusqu'au mois de mai est déjà achevé. Achevé pourquoi? Parce qu'il y a eu la collaboration des populations. Mais les populations disent qu'elles n'avaient pas le choix puisque vous êtes des hommes en tenue. Elles ne peuvent pas résister face à vous. Non, il ne s'agit pas de voir, parce qu'en général, lorsque nous arrivons, nous arrivons après que les autorités administratives et municipales ont fait leur travail. Pareil, il faut préciser ici que le génie militaire, nous ne sommes pas en charge des problèmes fonciers. Nous venons pour faire un travail. Nous avons une mission qui doit être réalisée dans les délais et dans l'esprit. Dans la poursuite de vos délais, les populations se plaignent que quand vous venez casser, vous ne voulez pas savoir s'il y aurait encore des effets dans la maison ou pas. Une fois que vos agents sont là, vous commencez à démolir, quitte à ce que chacun, comme on dit, cherche la poudre, prend la poudre d'escampette et se sauve. Non, je crois plutôt que vous n'avez pas les bonnes informations, parce que lorsque nous sommes arrivés sur le site, une fois arrivés sur le site, nous avons laissé le temps aux populations et nous ordonnons des délais, parce que nous disons, OK, les 200 premiers mètres, nous allons les démolir à telle période, les 300 autres mètres de démolition à telle autre période. Ce qui signifie que les gens ont tout le temps pour le faire. Et lorsque nous arrivons, si nous constatons par exemple que quelqu'un est en train d'enlever les tôles, même s'il y a encore du matériel à l'intérieur, nous n'avons pas démoli cette maison, car nous ne travaillons pas un pays conquis, mais c'est dans notre pays, c'est nos populations, et nous avons les instructions de la part du ministre de la Défense qui nous demande de pouvoir prendre en compte tous ces problèmes des populations. Ok, bon collègue, mais sur le terrain, les populations se plaignent des casses qui sont effectués, une situation qui laisse perplexe ceux-ci qui ne savent à quel sens se vouer. Écoutons ce reportage. Maman Ndombou Martine dit ne pas comprendre grand-chose à ce qui se passe. Au départ, les plans du chantier n'incluaient pas son domicile. On nous a dit que pour nous c'est un dégagement parce qu'on ne nous a rien donné, on nous avait même pas averti qu'on devait nous casser. Maintenant on nous a dit que c'est un dégagement pour que les engins tournent, que enlever 2 tôles
Finalement, on a enlevé 2 tôles. Finalement, on dit 4 tôles. On a enlevé 4 tôles. Finalement, on vient encore. Maintenant, on nous dit que même le reste ici, on va toujours prendre. Parce qu'il y a un giratoire ici, là. D'autres habitants du site de Modewonda espèrent que le déguerpissement se fasse pendant les vacances scolaires. On a marqué comme ça là depuis, on nous a dit que c'est pour le marché qu'on a construit ici en bas. Et nous, on a demandé si le marché devait fonctionner, mais on a dit que non, c'est pas pour le moment. Ça me surprend que bon, on devait même mettre ça depuis la rentrée pour que chacun sache où mettre ses enfants. Si on vient casser là maintenant, j'ai les enfants à l'école, pour me jusqu'à 5 enfants, je vais les mettre où? Ils sont nombreux à venir assister à la cérémonie de pose de la première pierre avec la mort dans l'âme parce que ne sachant le sort qui leur est réservé. Beaucoup disent n'avoir perçu aucun copec. Le délégué de la communauté urbaine de Douala reconnaît que 10% des populations n'ont pas été indemnisées pour défaut de constitution de dossier. Mais il rassure que chacun percevra des fonds. On a prévenu tout le monde et tout le monde sera indemnisé. La commission préfectorale a déjà collecté toutes ces réclamations. Le sens giratoire à venir devra entraîner d'autres déguerpissements. Les populations sont invitées à déposer leur dossier à la communauté urbaine de Douala. Ceux dont les habitations ont été totalement ou partiellement détruites ont un délai d'1 semaine pour quitter le site ou combler les issues laissées par les casses. Mon colonel, je reviens sur le génie militaire. Vous avez rassuré que vous avez la ressource pour effectuer ces travaux. Vous avez de la qualité, vous avez des engins pour faire tout ce travail. Mais est-ce que vous pensez que vous allez respecter les délais de 12 mois? Oui, les délais de 12 mois pour la première phase. Il faut bien préciser que c'est un projet global. Et pour revenir un peu sur le projet, c'est 2,5 km. Vous l'avez dit, ça va du rond-point Bonavassem, parce qu'il y aura un rond-point au niveau de Bonavassem, jusqu'au rond-point Maïtur. Ce sera 2 fois 3 voies. 3 voies, parmi les 3 voies, nous aurons une voie, 2 voies pour les bus et 2 fois 2 voies pour le transport habituel. Sachant qu'il y a des arrêts taxis et qu'en zone marécageuse, ça sera réalisé en pavé alors qu'ailleurs ce sera en béton bitumineux. Nous avons un pont de 35 mètres, nous avons des ouvrages hydrauliques, entre autres Dalo et bus. Donc ça c'est entre autres la présentation du projet. La première phase du projet consistait à réaliser les démolitions, les gros terrassements, mettre les ouvrages hydrauliques provisoires, créer une piste de service, mettre en place un éclairage provisoire. Donc c'est la première phase de service, c'est la première phase de ce projet qui devait censé être terminé à la fin du mois, à la fin de décembre 2014. Et nous croyons qu'avec les délais que nous avons gagnés, et comme je dis, nous avons gagné ces délais à cause de la performance de nos équipements, à cause de la collaboration qui existe entre le génie militaire, la communauté urbaine, qui est maître d'ouvrage, le Labogini qui est maître d'œuvre, à cause du personnel qui travaille avec assiduité 7 jours sur 7, parce que là, il faut dire qu'il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Donc nous sommes certains qu'avec tout cela, nous allons certainement réaliser les travaux dans les délais. Mais est-ce que vous avez des difficultés déjà que vous rencontrez sur le terrain depuis que vous avez commencé les terrassements et autres? Et généralement, pour le génie militaire et pour les militaires, le terme difficulté n'existe pas beaucoup dans notre vocabulaire. Donc nous essayons de tout faire pour que ces difficultés, comme vous le dites, n'entravent pas notre mission principale. Mais face aux récriminations des populations, nous avons là en ligne le délégué du gouvernement, Frise Tonin, qui va répondre à quelques de nos questions s'agissant du malaise que les populations ressentent sur le terrain. Monsieur le délégué, bonjour. Les populations se plaignent d'une mesure qui ne respecte pas les normes sur le terrain. Aujourd'hui, les croix de Saint-André sont à gauche, après-demain sont à droite. Qu'est-ce qui se passe exactement? Merci de me donner l'opportunité de parler du prolongement nord du boulevard de la République qui, par essence, doit décongestionner Douala Nord. Disons, participe à ce programme de désenclavement de Douala Nord, programme qui a commencé depuis 2007. Le projet donc du prolongement du boulevard de la République est un vieux projet qu'il fallait donc concrétiser. Ce qui est en train d'être fait avec, comme d'habitude, un coup de fouet personnel du chef de l'État qui a favorisé donc ce partenariat entre la ville de Douala et le ministère de la Défense à travers son génie militaire. Bien entendu, il fallait donc satisfaire certains préalables.
notamment l'indemnisation des populations. Vous savez que ce genre d'opération ne peut pas se passer sans qu'il y ait des petits problèmes. D'abord, pendant le recensement, les populations, sachant que la route va passer, beaucoup n'ont pas coopéré. C'est ainsi que nous avons un groupe de nos compatriotes qui étaient toujours absents volontairement quand les équipes de recensement étaient sur le terrain, se disant que, bon, l'État a toujours promis, mais peut-être que ça ne se fera pas. Donc, ceux-là qui se rendent à l'évidence n'ont pas malheureusement été recensés et leurs biens n'ont pas été évalués. Nous avons des réclamations par rapport même à la valeur, au montant des indemnisations. Parce que le grand public ne connaît pas la grille normale réglementaire que l'État utilise quand il doit indemniser. Un autre critère, c'est la valeur de l'ouvrage à indemniser. Celui qui a son titre foncier, qui a construit, qui a un permis de construire, ne sera pas indemnisé de la même façon qu'une autre personne qui a la même réalisation sur le terrain. C'est une zone donc où plus de 50% des habitants n'ont pas de papier réglementaire. Parlant de l'indemnisation, M. Degué, certaines populations disent qu'elles n'ont reçu aucun radis jusqu'aujourd'hui, mais elles sont tout de même forcées à quitter les lieux. Qu'est-ce que vous comptez faire de ces personnes? Le principe général est qu'on indemnise tout le monde. On est même allé jusqu'à indemniser ceux qui avaient leur petite culture là, c'est pas de bananier, de manioc autour de la maison. Le décret d'indemnisation fait foi. Malgré donc tout cela, il y a toujours des plaintes sur le terrain. Le premier groupe de ceux qui ont échappé au recensement au départ, ils ont déjà reconstitué leur dossier. L'équipe est descendue sur place. Ceux qui pensent que le coût, le montant de l'indemnisation est faible par rapport à leur investissement, je crois que nous employons à les sensibiliser et qu'ils comprennent. Je sais aussi qu'il y a une effervescence due au fait que c'est ce que nos compatriotes ne veulent pas dire. Quand on vous a déjà indemnisé, en principe, vous devez prendre seulement vos affaires, vous partez. Parce que si vous avez le titre foncier, il y a le coût du terrain, le coût des constructions. Et on n'indemnise pas une partie de la concession. Donc si la concession est à l'intérieur du tracé, même si elle doit être coupée au tiers, ce qui reste fait déjà partie de la partie indemnisée. Donc, au fait, mais il y en a qui se disent que non, on a coupé ma maison à moitié, je voudrais l'arranger pour continuer à occuper la partie restante. Non, c'est une spéculation. Cette partie, logiquement, ne leur appartient plus. Monsieur Degué, après le passage de vos équipes, certaines personnes se plaignent des malversations financières, des trafics d'influence, parlant du tracé définitif de cette rue. Qu'en est-il exactement? Il y en a qui pensent que le tracé a subi plusieurs modifications. Que peut-être quand les équipes passaient, on n'avait pas marqué ma maison. Maintenant, on vient marquer la maison. Je voudrais rassurer tout le monde que le tracé ne pouvait pas subir de modifications depuis qu'il a été validé, je crois, en 2008-2009. Donc, c'est comme un terrain titré qui a des bornes, qui a des coordonnées. Ces coordonnées ne peuvent pas changer.
Il y en a qui disent que pourquoi la route n'est pas droite. La route ne pouvait pas être droite parce qu'il fallait qu'on choisisse la variante qui crée le moins de problèmes possible. La variante qui coûtera moins cher, parce que si on va droit de Bonabassem, en piquant jusqu'au rond-point Maïtur, nous avons plus de 750 mètres, près d'1 kilomètre de marécage à traverser. Il fallait faire un grand pont, ça coûte trop cher. C'est pour cela que si nous devions dévier cette route pour qu'elle tombe exactement au terminus, Bonamont, ça a créé beaucoup plus de dégâts parce que sur cet axe-là, il y a beaucoup de constructions, c'est donc ce tracé optimum qui crée le moins de problèmes possible. Il peut donc arriver qu'il y ait un débordement d'1 ou de 2 mètres. C'est des débordements qui permettent que, au fait, les engins circulent très bien. Mais au finish, la route a 35 mètres. Avant que vous ne quittiez, M. Légué, une question nous taraude. Qu'en est-il des pénétrantes Est et Ouest de la ville de Douala qui sont tout le temps annoncées aménagées, mais qui aujourd'hui sont toujours dans un piteux état? Quelle est aujourd'hui la solution que vous proposez ou alors que vous donnerez aux populations qui attendent toujours de vous la réflexion de ces différentes entrées? Oui, en quelques minutes. Bon, après, donc la pénétrante Nord. La pénétrante Est est avancée et je puis affirmer que avant la fin du mois de février, trop tard, mi-mars, vous verrez déjà les engins sur le terrain, puisque tout est déjà pratiquement fin prêt pour que ces travaux commencent. Pour ce qui est de la pénétrante Ouest, si vous avez bien suivi l'appel d'offres restreint a été lancé, qui concerne 3 groupements d'entreprises. L'ouverture de cet appel d'offres s'effectue au mois de mars, autour de mi-mars. Si nous sommes déjà donc au stade de lancement de l'appel d'offres, l'ouverture au mois de mars, nous sommes en droit de nous dire que si on se donne 3 à 5 mois de traitement de dossier, au sortir des grandes saisons de pluie vers le mois de septembre-octobre de cette année, la pénétrante Ouest pourrait aussi démarrer. Merci, Monsieur le délégué, et bonne continuation dans vos projets. Mon collègue, aujourd'hui, on se pose bien la question, s'agissant de la qualité des travaux, quelle est la garantie que vous puissiez donner aux Camerounais? Est-ce que vous avez des exemples? Quelle est la garantie que vous pouvez donner aux Camerounais pour leur assurer de la qualité des travaux que vous effectuez sur le terrain? Bon, il faudrait dire une chose, c'est que nous avons des travaux que nous effectuons sur le terrain, comme je le disais tantôt. Il ne s'agit pas des contrats, il ne s'agit pas d'un marché que le génie militaire a gagné. Donc lorsque le génie militaire vient, c'est une mission. Et lorsque nous faisons une mission, il faudrait que nous la respections, nous respectons cette mission-là, dans la lettre et dans son esprit. Et entre autres, la lettre et l'esprit de la mission, c'est très souvent la qualité. Et pour le cas du projet, le projet scientifique actuel, nous avons déjà le Labogénie qui est comme mission de contrôle, qui va s'assurer que ce que nous sommes en train de faire sont très et assez bien. Au-delà de ça, nous jouons notre réputation. Car le génie militaire, chaque fois qu'il y a un problème, on ne dira pas que le Labogénie a contrôlé, non. Ce sera le génie militaire dont nous jouons notre réputation, dont nous faisons tout pour que les travaux que nous exécutons soient les meilleurs, que la qualité soit meilleure. Donc, et généralement, pour le choix du génie militaire, c'est rapport qualité, prix et délai. Donc, c'est généralement les conditions, les raisons qui ont certainement amené la communauté urbaine à choisir le... Donc, les travaux effectués par le génie militaire en termes de prix semblent être très moindres que certains prestataires. Évidemment, c'est moins que certains prestataires, certainement parce que nous avons déjà l'équipement qui est donné par l'État. Comme je vous l'ai dit tantôt, il y avait plus de 22 milliards d'équipements qui ont été réalisés. Il y a le personnel qui est un personnel de l'État. Donc, il faudrait maintenant que les deux mises ensemble, que les coûts soient effectivement moindres. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, le génie militaire a été choisi. Et vous savez, mon collègue, que les populations attendent beaucoup de vous, parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont pignon sur rue en termes de génie civil, dans le génie civil, sont les Chinois. On voit les routes
routes que les Chinois ont fait et jusqu'aujourd'hui, elles sont intactes, elles sont appréciées. Donc, vous devrez, en principe, les populations attendent que vous fassiez mieux parce que la bonne charité ne commence que par soi-même. Oui, évidemment. Si les populations entendent, nous ne venons pas pour le faire. Nous ne faisons pas mieux parce que nous on fait par rapport aux Chinois. Non, il ne s'agit pas de le faire, par rapport aux Chinois ou bien par rapport à n'importe quelle autre entreprise. Il s'agit simplement de nous fixer des standards. Et les standards qui nous ont été fixés avec le matériel que nous avons, la qualité de l'équipement que nous avons, avec la qualité du personnel que nous avons, c'est les standards internationaux. Donc nous ne faisons pas par rapport à une structure donnée. Et lorsque le gouvernement nous donne une mission, le gouvernement sait pourquoi il nous donne cette mission. Et nous faisons tout, comme je l'ai dit tantôt, pour remplir cette mission dans sa lettre et dans son esprit. Oui, bon, je ne saurais vous laisser partir sans vous poser cette question qui me taraude à l'esprit. Vous avez fait de très belles œuvres. On a vu les parcours Vita qui sont d'une beauté exceptionnelle. Mais cependant, lorsqu'on y va, surtout ici à Douala, on a l'impression que ce qui a été fait n'a pas été bien fait. Parce que la piste où on doit s'entraîner est déjà quasiment délabrée. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il faudrait dire que lorsqu'on fait un ouvrage, l'ouvrage a une durée donnée. Et le parcours Vita, si vous dites que le parcours Vita n'a pas été bien fait, moi je crois que vous... Non, je n'ai pas dit que ça n'a pas été bien fait. J'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Bon, en fait, il faudrait dire une chose au niveau des pistes. Par exemple, la piste, lorsqu'une piste comme celle du parcours Vita est faite, en principe, pour une piste piétonne, comme celle-là où les gens devraient courir, elle doit être faite en matériaux souples. Donc, en principe, cette piste ne devrait même pas être revêtue. Elle ne devrait pas être revêtue pour éviter des tendinites. Parce que lorsqu'elle est revêtue en matériaux durs, lorsque vous courez là-dessus, vous allez pouvoir avoir facilement des tendinites. Et il est souvent conseillé de faire ça en matériaux souples, ce qui a été fait avec un revêtement bicouche. Ce qui est prévu aussi, c'est que pour ce genre de structure, il faudrait que chaque année, le tiers de cette piste puisse être renouvelé. En termes d'entretien, il faut prévoir renouveler le tiers de cette piste. Et je crois que le problème qui se pose aujourd'hui est plus un problème d'entretien que n'importe quel autre problème. Ok, on a souvent vu le génie militaire, mon colonel, la construction des routes, des digues et autres, mais est-ce que le génie militaire aussi fait dans le bâtiment aussi? Oui, est-ce que vous avez des exemples qui ont été déjà faits par le génie militaire? Oui, le dernier en date, c'est la construction du bâtiment pour les anciens combattants, le secrétariat d'État aux anciens combattants prisonniers de guerre, qui a été, le ministre de la Défense a effectué au mois de mai dernier la dernière visite de chantier. C'est un bâtiment sous-sol plus R plus 2 avec ascenseur. Vous retrouvez ce bâtiment, pour ceux qui connaissent Yaoundé, entre le ministère de la Défense et le monument de la Réunification. Vous allez voir un bâtiment, c'est un joli bâtiment qui est à cet endroit. Et c'est réalisé par le génie militaire. Donc le génie militaire a les capacités pour faire toutes les structures de construction, pour réaliser toutes les constructions possibles. Parlant des populations, pour terminer, quel est le message que vous voulez porter? Parce que ces populations semblent ne pas, c'est vrai qu'elles collaborent, comme certains disent, par obligation, mais elles semblent ne pas très bien percevoir où est-ce que vous allez, comment est-ce que vous comptez l'effectuer. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, si on vous demande de vous adresser aux populations qui sont riveraines à vos travaux, qu'est-ce que vous leur direz? Donc, il faudrait déjà dire que je ne suis pas la meilleure personne pour m'adresser à eux. C'est vous qui effectuez les travaux. Nous qui effectuons les travaux, ce que nous disons, c'est que parce qu'il y a parfois au niveau de ces travaux, certains ont parlé des délimitations. Il faudrait dire une chose, c'est que pour un travail comme celui-là, une route en création, il existe un axe qui doit être réalisé. Ce axe est matérialisé sur le terrain. Une fois que l'axe est matérialisé sur le terrain, il faut maintenant faire des déports. C'est ce qu'on a parlé, l'emprise c'est 35 mètres. Donc il faut faire les déports de 17,5 mètres à gauche et 17,5 mètres à droite. Et c'est à l'issue de ces déports qu'il y a des marquages sur l'emprise effective de la route. Et lorsque cette emprise est réalisée, et par après, la route viendra, les travaux vont se faire à l'intérieur de cette emprise. Il faut bien préciser que dans les zones où il y a par exemple des ouvrages, cette emprise peut être un peu plus, doit être un peu plus grande. Ou bien dans les zones marécageuses où il y a des talus, l'emprise devait être un peu plus grande. Donc c'est simplement pour dire que ceux qui ont tendance à croire que lorsque nous sommes sur le terrain, nous effectuons des travaux à tête chercheuse, non. Il y a un axe qui est donné parce qu'il y a une étude préalable qui a été faite. Et nous suivons exactement l'étude qui a été faite. Nous matérialisons l'axe, nous matérialisons les déports. Et pour la population aujourd'hui, tout ce qu'on leur demande, c'est simplement de continuer à coopérer comme ils l'ont déjà fait pour nous faciliter la tâche dans l'exécution de nos travaux, notamment les accès à l'intérieur
en journée, les accès à l'intérieur du projet en journée. Parce que vous savez, avec tous les engins que nous avons et que si des gens vont rentrer avec leur véhicule, il est possible qu'il y ait un accident et que ce sera vraiment désastreux pour tout le monde. Donc nous leur demandons simplement de continuer à coopérer avec nous. Ok, mesdames et messieurs, en deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir l'honorable Dieudonné Youmsi et nous parlerons du code de CEMAC, de la carte rose et bien d'autres sujets liés à la conduite, liés au permis de conduire. Merci mon collègue d'être passé sur ce plateau. Merci. Nous vous souhaitons bonne continuité dans vos travaux. Merci beaucoup. Dans l'objectif de réduire au maximum les accidents de circulation en zone CEMAC, le code CEMAC est mis sur pied malgré les feuilles enregistrés par les précurseurs de ce projet. Écoutons ce reportage. La libre circulation en zone CEMAC ne compte pas épargner le domaine de l'automobile. Le code CEMAC, un document créé en consensus par les États membres, voudrait permettre de réduire au maximum les accidents de circulation, deuxième cause de mortalité dans la zone. L'outil s'est arrimé depuis 2012 à la réglementation CEMAC, avec des axes bien précis cette année, contrairement au code Rousseau. La particularité, c'est que dans ce livre de code, vous trouverez la réglementation CEMAC. Vous trouverez des notions de sécurisme, le premier secours. Vous trouverez également des éléments pour l'assurance. Donc, ce que vous ne trouverez pas dans tous les livres de code. L'impulsion a été donnée par l'État camerounais avec l'implication du ministère des Transports, mais le document donne quelques frayeurs aux précurseurs du projet, notamment l'acheminement des livres dans les États membres où la libre circulation trouve encore des réticences. Quand vous allez prendre une épreuve de l'examen de permis de conduire ici au Cameroun, vous allez rencontrer dedans des questionnaires relatifs à la réglementation CEMAC. Vous allez trouver des questionnaires relatifs à l'assurance et au premier secours. Or, dans aucun livre, vous trouverez le code, la réglementation CEMAC. Donc il fallait adapter le livre à notre contexte. Précédemment au Tchad, au Congo, au Gabon, en République centrafricaine, la Guinée équatoriale attend la version proposée en espagnol. Il vient également combler le vide des outils de formation dans les auto-écoles sous-régionales. Nous recevons sur ce plateau l'honorable Dieudonné Youmsi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, honorable, on va parler d'abord tout de gros du permis à points. Est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, il y avait une nécessité à penser au permis à points? Je dirais d'abord pour commencer que le permis à points est une invention française. Ce n'est pas notre invention. Donc dire que si c'était nécessaire de mettre sur pied au Cameroun aujourd'hui le permis à points, c'est déjà voir si le Cameroun répond au même contexte que la France au moment où la France avait mis sur pied le permis à points. Et pour ça, je dirais non. Il faut marquer des pas quand c'est nécessaire au lieu de sauter. Oui, mais est-ce que vous, les experts, vous qui êtes engagés dans la formation des automobilistes en termes de permis, est-ce que vous avez été consulté par le ministère pour pouvoir mettre sur pied cette politique d'adoption du permis à points? Jusqu'à présent, non. C'est une volonté du ministre des Transports qui, selon lui, a pensé que pour pallier au problème d'accident qui ne fait que tuer les Camerounais, devait émettre l'idée. Parce que pour moi, c'est une idée qui est émise. Parce que le ministre l'a dit l'autre jour lors de la remise des vœux, que lui, il veut voir cette idée avancer et que la réflexion ne fait que commencer sur le permis à points. Mais on n'est pas sûr que ça verra le jour dans 2 ans, dans 3 ans. Parce qu'il y a des préalables à faire, selon moi. Les préalables, regardons le contexte français. Qu'on arrive au permis à points, la France a d'abord un code de la route propre à la France. Je crois que c'est un code universel, mais avec des spécificités françaises. Vous comprenez un peu? Pour notre contexte, il faut d'abord mettre un outil pédagogique comme le code CEMAC qu'on vient de mettre sur pied, mais revoir également le niveau des formateurs, c'est-à-dire les adapter à cet outil pour que les enseignements dans les auto-écoles puissent être bien menés.
Mais parlant des formateurs ou des formations, n'est-ce pas vous-même les premiers responsables de cette absence de formation, vous les auto-écoles, vous les promoteurs d'auto-écoles? Est-ce que vous n'êtes pas vous-même les premiers fauteurs en termes de formation, vous les formateurs d'auto-école? On ne peut pas dire que... Parce qu'il n'existe pas une école de formation, sauf si je me trompe, ou alors il en existe, peut-être nous ne sommes pas au courant, des auto-écoles qui forment dans le permis B et C. Non, on dit permis B, toutes les auto-écoles ont des petites voitures. Il faut faire la différence entre le permis B, le permis C, le permis D, le permis G. Aujourd'hui, toutes les auto-écoles sont équipées de véhicules pour les catégories B. Okay. Mais pour la catégorie C, D, nous savions tous que depuis l'avènement du permis de conduire au Cameroun, aucune auto-école ne dispose d'un camion ni d'un bus. C'est vrai que depuis 5 ans, nous avions eu à mettre sur pied dans notre école des camions et des bus. Et vous avez des je peux vous rassurer que nous n'avions jusqu'aujourd'hui enregistré aucun élève pour ces catégories. Par contre, tous les jours, à l'examen de permis de conduire, vous allez voir dans le procès verbal des candidats qui passent, on ne sait où. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a des préalables à faire. Permettez-moi de développer encore ces préalables. Il faut déjà qu'on comprenne que ces permis fantaisistes que certains agents véreux du ministère du Transport ont distribués aux Camerounais, surtout aux conducteurs professionnels, c'est ça qui fait problème sur nos routes. Quel type d'engin tue le plus sur la route? C'est les bus, c'est les camions. On sait comment ces gens ont obtenu ces permis. Revenons un peu dessus. Il faudrait déjà qu'on identifie tous ceux qui disposaient de ces permis, qu'on les fait rentrer dans les centres de formation qui sont équipés des outils pédagogiques pouvant les permettre à passer un recyclage. Donc vous pensez aujourd'hui que c'est l'État qui délivre ces permis de la mort? Aucune auto-école n'a signé le permis jusqu'à présent. Donc c'est l'État qui tue plus sur nos routes alors? Je pense bien. Des agents véreux. Parce que quand on dit l'État, on voit directement, parfois, le président de la République est impliqué et tout ça. Non, le président, il nomme des gens. Et chacun a sa conscience. Ce sont ces fonctionnaires véreux, parce que tous ne sont pas pareils. Et moi, j'ai dit, il y a un problème qu'il faut d'abord résoudre avant le permis à point. Nous n'avions pas les mêmes infrastructures que la France, au moment où la France met le permis à point en route. Le niveau d'éducation des conducteurs, nous n'avions pas. Nous ne sommes pas au même niveau que la France, au moment où la France met le permis à point sur pied. Donc il y a tout cet ensemble qu'il faut mettre sur pied. D'abord résoudre le problème qu'il faut avant d'arriver au permis à point. Ça, c'est un peu... Vous saviez, nos États aujourd'hui n'avancent pas à cause du snobisme. On veut tout importer d'Europe sans réfléchir si nous sommes dans le même contexte que l'Europe. Et c'est là, sauter au lieu de marcher. Et on n'atteindra jamais les objectifs. Ok. La scène politique au Cameroun est marquée par de douloureuses nouvelles. Un coup dur pour les deux partis nationalistes de lutte anticommuniste. Abba Dankpama, président du Manidem, Papi Ndoumbe Adolphe de l'UPC ne sont plus. Ils sont décédés les 29 et 30 janvier dernier. Écoutons ces reportages. Papi Ndoumbe Forever, il s'en est allé ce mercredi suite à une longue maladie. Il a vécu, il n'avait qu'une vie, l'union des populations du Cameroun. Il aura été de toutes les batailles visant la fin de l'asservissement par ce parti politique et l'élévation du standard de vie des populations. Jusqu'à son lit d'hôpital, cette figure emblématique de l'UPC présidait encore une concertation le 18 janvier 2014. Un très grand camarade est parti à ce voyage sans retour, disaient ses camarades. Je tiens à préciser ici qu'Adolphe Papi Ndoumbe avait une seule vie, l'union des populations du Cameroun. C'était son âme. Quelles que soient les divergences de point de vue qu'on pouvait avoir sur la démarche qui était la sienne, encore qu'il y avait juste quelques aspérités, étant donné que nous avions le même maître, à savoir Augustin Frédéric Kodok. Papi Ndoumbe, un modèle qui n'est pas mort, sans testament politique. En son paragraphe 3, l'homme s'exclamait en ces termes: « Ô Dieu, étrange peine, les forces divines, heureusement sont venues
en demandant de ne point baisser le bras. Et on ajoute, pour la lutte, Papi Doumbé, le journaliste, l'écrivain et le formateur, n'avaient que d'amis dans la presse. Adolphe Papi Doumbé fut l'un des figures emblématiques dans la scène politique camerounaise. Il était l'un des mascottes, je veux dire, de l'UPC. Il a été dans toutes les batailles de l'UPC. Il a œuvré comme il a pu pour pouvoir ramener de l'ordre dans la maison UPC. Papi Doumbé, un combattant, un vrai, est mort. Il a vécu avec ses convictions. Il a mené le bon combat. Le président national du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Maïdem est décédé ce jeudi 30 janvier en France des suites de maladies. Né le 6 avril 1953 à Yaoundé, cet ingénieur de génie mécanique était le président de la filière génie mécanique de l'Association des entreprises de sous-traitance. Ses camarades de combat, Anissé Kane et Henriette Ekwe rencontrés, sont sous le choc. La maladie du président pouvait laisser présager une issue fatale. Et je crois que les choses se sont précipitées, se sont accélérées un peu, pas comme on pouvait nous l'espérer. C'est pour ça que la nouvelle est quand même un choc. À l'âge du camarade Abanda, avec tout ce qu'il avait accumulé comme expérience, compétences, etc., le parti perd un élément important. Abanda et moi et nous, c'est 40 années de travail collectif, 40 années de militantisme, 40 années de coups durs aussi, à se soutenir, à s'entraider, et 40 années aussi de complicité politique. Donc, au bout de 40 ans, on n'est plus des camarades, on n'est plus des amis, on est des frères et sœurs. Et pour cela, Abanda était pour moi, comme pour Adissé et d'autres camarades. D'autres sont encore à l'UPC, d'autres sont au Manidem. Pour ces deux familles politiques, Abanda était un frère et un ami. En attendant le programme officiel des obsèques, Abanda Pama, élu président du Maïdem le 29 mai 2010, était un féru de l'analyse économique. Président, nous revenons sur vous. On a parlé de ces permis qui sont délivrés par des agents véreux. On a parlé de ces personnes qui ne respectent pas le carnaval, la procédure mise en place pour l'obtention de permis de conduire, mais qui se retrouvent avec des permis C dans nos différents engins, dans nos différentes routes, pardon. Mais pour pallier à ce problème en zone CEMAC, on a mis sur pied le code CEMAC. Qu'est-ce que le code CEMAC viendra apporter de nouveau par rapport à ce qui existait déjà? Oui, disons que depuis que l'avènement du code de la route existe, le Cameroun, en fait, la zone CEMAC ne s'est pas dotée d'un véritable code qui retrace le contexte, notre contexte. Donc aujourd'hui, on a réfléchi que pour pallier à ces problèmes d'accident, il faudrait d'abord qu'on commence par l'enseignement. Et qui dit enseignement dit livre. Donc il faut quitter sur quelque chose. C'est pour ça qu'on a initié, on a mis sur pied un code de route CEMAC. Dans ce livre, les innovations, ce qu'on retrouve, qu'on ne retrouvait pas, ou bien qu'on ne retrouve pas dans le code universel, c'est beaucoup plus la réglementation CEMAC. Parce que nos routes, nous avions des routes internationales qui quittent du Cameroun jusqu'à Kandiamena, qui quittent du Cameroun jusqu'à Libreville. La communauté CEMAC a adopté une réglementation CEMAC. Est-ce que vous pensez que le code de Rousseau qui existait déjà, qui est un code international, n'est pas adapté à nos routes ou alors n'est pas adapté à la circulation en zone CEMAC? Chaque communauté a sa spécificité qu'il faut prendre en compte. Le code de Rousseau, je dis comme le code de l'UNPC, parce qu'il n'y a pas que le code de Rousseau. Hein. Le Rousseau, c'est parce que c'était le premier, mais il y en a plusieurs codes qui existent sur le marché. Bon, tous ces codes correspondent généralement aux pays européens. Par contre, nous avions notre contexte. Nous ne refusons pas ces codes parce que quelqu'un peut quitter du Cameroun, arriver en France, muter son permis et travailler parce qu'il a eu à passer un examen sur ces codes-là. Mais il faut ajouter notre touche. Notre touche, c'est tout ce qui concourt
au passage du permis de conduire ici. Ici, nous avions nos spécificités qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça ce livre de code CEMAC existe aujourd'hui, où dedans vous allez voir la réglementation CEMAC, les sujets sur l'assurance, les sujets également sur le sécurisme, ce qui n'existe pas ailleurs. Et puis d'autres pays vont tricher aujourd'hui ce que nous avions fait. Ça, c'est notre invention. Parce qu'on ne doit pas toujours calquer, copier ce que les autres ont fait. Mais est-ce que ce code de jus est appliqué dans les différents pays qui composent la zone CEMAC? Oui, je dis actuellement, nous sommes dans la période de sensibilisation. Puisqu'on nous a dit que vous enregistrez parfois des frustrations. Bon, vous saviez, tout ce qui est bien, derrière aussi il y a des détracteurs. On ne peut pas toujours dire parce que je vois des gens qui ont toujours tendance à faire la promotion des livres qui ne peuvent pas nous servir ici aujourd'hui. Mais on ne peut pas les en empêcher. Il suffit seulement que le peuple soit éduqué, sensibilisé, comprendre qu'aujourd'hui le code idéal, c'est le code CEMAC. Nous avions déjà commencé la promotion de ce document qui n'est pas, qui est un document qui doit au fur et à mesure connaître quelques innovations. Parce que chaque année, s'il y a quelque chose à ajouter, nous allons le faire. Parce qu'on aura l'édition 2011, l'édition 2012, l'édition 2013. Et dans chaque document, vous allez voir quelque chose qu'on a ajouté qui n'existait pas. Donc, moi, je dis aujourd'hui, nous avions déjà prospecté dans des pays comme le Tchad, comme le Congo, comme le Gabon. Et dans chaque ministère de transport de ces pays, on a été très bien accueillis. Le ministre camerounais vient d'avoir un exemplaire que je le lui ai donné. Monsieur Nyoussi, voilà. Monsieur Nyoussi, vous avez dit les Camerounais, au Cameroun, on souffre d'un problème de formation. Oui. Vous avez dit qu'au Cameroun, le code, disons, le respect de sécurité en route n'est pas établi parce que les Camerounais sont mal formés. Vous avez parlé d'un problème de lecture du code. Aujourd'hui, vous sortez le code CEMAC. Le premier problème n'étant pas résolu, vous portez déjà un deuxième code. Est-ce que ce ne serait pas mettre la charrue avant les bœufs? Non, non, nous sommes dans un... Le Cameroun avance. Et quand chaque jour on réfléchit comment faire pour réduire davantage les accidents sur nos routes. Mais si le cas des permis n'est pas encore résolu, malgré le code que vous sortez, les gens continuent de percevoir des permis C de façon frauduleuse. On n'est pas sorti de l'aubaine. N'est-ce pas? Je pense bien que tout le monde a suivi le discours du chef de l'État, qui se rend compte finalement de tout ce que nous vivons. Le chef de l'État a mis l'accent sur les accidents. Il a dit comme ça l'attention des agents véreux. Ils doivent être conscients. Ils doivent prendre en compte le discours du chef de l'État. Le chef de l'État ne parle jamais pour rien. Et vous allez voir les retombées. Aujourd'hui, nous avions fait une réunion avec la CONAC, avec le staff du ministère du Transport, pour trouver des moyens de contourner, en fait, de frapper tous ceux qui vont tenter de continuer à délivrer des permis fantaisistes aux gens. Donc nous sommes dans un processus. Et dans ce processus, il faut d'abord commencer par l'éducation. Parce que dites-vous, quelqu'un qui donne la dictée à des enfants qui n'ont pas appris à lire l'alphabet, qui n'ont pas appris à construire un mot, à construire une phrase, à travailler le vocabulaire, on leur dit dictée. Si vous ratez un mot, l'orthographe d'un mot, vous aviez -1. Sans les avoir appris toutes ces préalables. Vous comprenez que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Donc tout doit commencer par l'éducation. Avant de faire la dictée à un enfant, pour lui enlever les points, il faut commencer par lui donner d'abord toutes ces règles de grammaire. Sinon, vous aviez faussé le plan. Hors de nos frontières RCA, les pillages continuent. Les rebelles de la Séléka, quant à eux, sont accompagnés sous bonne escorte aux portes de la ville, sous les cris de joie des populations. Écoutons ce reportage de notre confrère de ITV. Encadrés par les militaires de la mission de l'Union africaine et des blindés français de l'opération Sangaris, 300 combattants de l'ex-Séléka ont été évacués des deux camps du centre-ville. Sur le bas-côté de la route, une foule en liesse accompagne le convoi, lançant des au revoir ironiques aux rebelles qui ont fait régner la terreur pendant une année. Nous avons très souffert ici, à cause des Séléka, à cause des Nyama-Nyamala. À Nyamala-Mala, des bêtes sauvages dont le départ donne le signal du pillage.
direction la mosquée et les maisons des musulmans que l'on détruit en famille et dans la bonne humeur. Dans le camp de Roux, quartier général des ex-Séléka qui domine le fleuve Ubangui, les soldats burundais font l'état des lieux. Là aussi, tout est pillé. Seul reste l'armement lourd pris aux rebelles. Nous avons laissé les armes légères pour leur sécurité rapprochée. Et dans la phase suivante, on va aussi procéder au désarmement et sécuriser les cités de cantonnement. Blessé à l'arme blanche par les rebelles, ce jeune homme a eu de la chance. Pour preuve, ses cadavres en décomposition abandonnés dans les herbes. Quelques prisonniers semblent perdus au milieu de ce chaos. C'est ce chaos, cette violence sectaire qui a poussé le Conseil de sécurité de l'ONU à adopter mardi, à l'unanimité, une résolution qui place sous mandat onusien la future force européenne qui doit renforcer les troupes déjà présentes. Le but étant essentiel de cette mission européenne serait de contribuer en liaison avec la MISCA aux efforts régionaux et internationaux de protection des populations les plus menacées et de faciliter les mouvements des acteurs civils. À terme, l'ONU considère qu'il faudrait déployer 10 000 casques bleus pour sécuriser Bangui et tout le pays, une option réclamée par la nouvelle présidente de Centrafrique. Honorable, c'est ici que s'achève cette émission. Nous espérons que l'État vous a suivi. Nous espérons que ces personnes qui évoluent dans le noir pour octroyer aux différents candidats des permis qui ne sont pas, à mon sens, valables, les permis C, vont stopper leur action. Et nous espérons que vous, les auto-écoles, vous militerez plus afin que l'État vous accompagne dans cette mission qui est noble. Oui, je pense bien que tout le monde doit contribuer à ce que la situation se normalise. Et on attend de cette contribution les auto-écoles, les promoteurs d'auto-écoles, les membres de jury, la CONAC également, parce que moi j'ai dit le secteur de transport est le secteur le plus corrompu du Cameroun. Ça c'est clair. Et puis si tout le monde peut contribuer, nous allons, c'est un processus, hein. On ne peut pas en un jour stopper tout ce que nous, on sait que les gens ont créé comme dégâts. Mais de façon progressive, nous pensons que nous allons arriver, surtout que le chef de l'État a déjà pris certaines dispositions. Et je crois qu'il est temps de dénoncer et qu'après la dénonciation, qu'on passe à la sanction. Je vous remercie infiniment. Je dis bonne année à tous les téléspectateurs de Canal 2. Merci. Ok, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci de rester scotchés sur le programme du Canal 2. À dimanche prochain. Au revoir.